bienvenue aux Idées contre-attaque, un événement organisé dans le cadre du Festival des idées, donc organisé par USPC avec la Maison des Métallos. Alors, comme vous le savez, l'équilibre de notre univers est fragile, précaire, mais pourtant vital. De nos jours, des idées reçues, sans fondement scientifique, ont envahi nos sociétés. Mais d'un autre côté, des idées rebelles, considérées jadis comme légitimes et innovantes, ont été chassées loin, très très loin, au fin fond de notre galaxie. Oubliées, discréditées. Ces idées chassées se préparent aujourd'hui à contre-attaquer. Mais, pour que l'équilibre de la force soit respecté, il faut chasser une idée reçue pour pouvoir libérer une idée rebelle oubliée. C'est confus ou c'est clair? Ça va? Ok. Donc c'est la mission à laquelle vont devoir se livrer les 3 chercheurs que nous allons accueillir ce soir. Donc je vous demande d'applaudir bien fort ces 3 chercheurs qui vont s'affronter chacun pour chasser et libérer des idées reçues. Donc s'il vous plaît, applaudissez bien fort Raphaël Kostenbeck-Kemzinski, Maude Pérez-Simon, et enfin Dominique Pesson. Est-ce que ça soit? Bonsoir. Allez-y, installez-vous. Alors, on va commencer tout de suite par une petite présentation pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, je vais commencer par vous, Dominique, à ma droite. Donc, vous êtes artiste plasticienne et chercheuse dans le domaine des matériaux émergents pour l'art contemporain. Ça veut dire quoi? Artiste plasticienne, c'est art plastique. Donc, je suis artiste dans le domaine des arts plastiques. Je fais des installations et je travaille avec des matériaux émergents, c'est-à-dire des matériaux qui sont mis au point actuellement dans les laboratoires parce qu'ils ont des propriétés tout à fait étonnantes, extraordinaires, puissantes, hors normes. Et comment est-ce que ces matériaux peuvent être utilisés par les artistes contemporains pour soit nous parler de ces matériaux, soit poser les problèmes éthiques qu'on peut rencontrer du fait de leur utilisation. D'accord, merci. Raphaël Kostenbeck-Kemzinski. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chercheur en Cultural Studies. Là pareil, ça veut dire quoi? Bravo déjà d'avoir bien prononcé mon nom, c'est pas facile. Non mais il n'y a que 32 lettres, ça va. Je suis alsacien, c'est facile. Oui, donc chercheur en Cultural Studies, c'est pas évident à définir. Ma spécialité, c'est que je m'intéresse particulièrement aux musiques populaires, et notamment aux musiques populaires anglaises. Je ne suis pas musicologue, donc je m'intéresse surtout à la performance et la réception sociale, économique, culturelle des musiques populaires anglaises, produites entre, en gros, 1964, sortie du premier album des Beatles, jusqu'en 2004. C'est bien, c'est pas restrictif. Et enfin, Maude Pérez-Simon. Donc vous êtes chercheuse, bien sûr, chercheuse en littérature et en anthropologie de l'image médiévale. Alors c'est marrant, toujours tous ces titres à rallonge quand on est chercheur. Et là encore, on réduit vachement, parce que si vous allez sur une page... Bon bref. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que la question porte sur l'anthropologie de l'image. C'est la façon dont on a un rapport affectif à l'image. Par exemple, au Moyen-Âge, on pouvait gratter une image quand l'image représentait un méchant, ou gratter la tête d'un bébé dans le massacre des innocents, non pas pour participer au massacre, mais pour soustraire le bébé au massacre qu'il devrait subir dans l'image. Donc ce sont des interventions sur l'image qui montrent un rapport émotionnel. Et l'idée, c'est de travailler sur la longue durée, donc jusqu'au XXIe siècle, pour voir que finalement, ces pratiques qui nous paraissent un petit peu archaïques, on les porte encore aujourd'hui. D'accord, merci. Merci, donc on va pouvoir commencer. Donc comme vous savez, vous avez chacun un grand pouvoir. Et comme on le sait tous, un grand pouvoir implique de grandes... Merci. Et donc parce que maîtriser la force implique de respecter son équilibre de la force, chacun d'entre vous, comme je le disais au début, va devoir à présent présenter 2 idées, une à chasser et une à libérer. Mais attention, le public, vous aurez également vous à participer, car on va vous demander
à la fin, une fois que les différentes idées auront été présentées dans la deuxième partie du jeu, d'élire le chercheur chevalier Jedi qui sera le plus convaincant en termes de rhétorique, d'argumentation, et quelle est l'idée que vous voulez chasser et quelle est l'idée que vous voulez libérer pour qu'enfin notre univers retrouve son équilibre. Alors, pour pas que ça prenne non plus 43 jours, on a décidé de limiter les interventions à 3 minutes pour chaque idée, par intervenant. Et donc voilà, première étape, chasser une idée reçue, c'est-à-dire un lieu commun, un stéréotype, démontrer les erreurs, les limites de cette idée reçue. Puis, deuxième partie, j'aime bien répéter, parce que même moi j'ai du mal un petit peu à... Donc, deuxième partie, c'est libérer une idée oubliée, une idée à laquelle plus personne ne pense. En bref, permettre à de bonnes idées oubliées, donc de contre-attaquer voilà, de réhabiliter des idées qu'on aurait oubliées, qui auraient en fait été bonnes. Ce qui est bien, c'est que souvent dans les colloques, on a un peu l'impression de servir à rien et tout, alors que là, on va sauver l'univers, donc c'est un peu plus gratifiant. Je vais sauver l'univers. C'est ça. Seul un d'entre vous va sauver l'univers. Hein. Pas son balai. Battez-vous, et comme ça, je me battrai contre la gagnante. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, pour déterminer l'ordre dans lequel on va passer, on va laisser ça au hasard. Donc, j'ai 3 papiers avec chacun de vos noms écrits sur chaque papier. Donc, je vais demander à la personne la plus proche de moi, donc à Dominique, de tirer un des papiers pour déterminer qui va passer en premier. Raphaël. Voilà, Raphaël. Donc, Raphaël, on commence donc les idées contre-attaque avec une idée à chasser. Donc, Raphaël, l'idée, parce que j'ai un prompteur version ancienne devant moi. Donc, Raphaël, votre idée à chasser est donc la suivante. Phil Collins est ringard. Oui, effectivement, Phil Collins n'est pas du tout quelqu'un de ringard, c'est quelqu'un d'extrêmement cool, et qu'il faut effectivement chasser cette idée que c'est quelqu'un de ringard. On se rappelle de Phil Collins, chanteur des années 80, des chanteurs de ballades du top 50, avec des tubes extrêmement commerciaux. On se rappelle aussi de Phil Collins, membre du groupe Genesis. Mais quand on parle aux audiophiles du groupe Genesis, pour eux, le vrai groupe de Genesis, c'est quand il y avait encore Peter Gabriel. Peter Gabriel, c'était le visage cool de Genesis. Quand il est parti, Genesis, c'était fini, parce que tout d'un coup, Phil Collins, le batteur, prend le devant de la scène, et voilà, les choses prennent un autre tournant, moins expérimental et beaucoup plus commercial. Le problème, c'est que cette idée que Phil Collins n'est pas cool n'est pas arrivée jusqu'au milieu du hip-hop. Et dans le milieu du hip-hop, Phil Collins est un roi. C'est un roi parce que en 79, en travaillant avec son producteur, il invente un son de la batterie, qui s'appelle, en français, comme en anglais d'ailleurs, gated reverb. Alors je dis que ça s'appelle comme ça en français parce que je n'ai pas réussi à trouver une traduction de gated reverb. Donc je pourrais faire la française, donc ça serait reverb gated. Voilà. Et le gated reverb, ce son particulier de la caisse claire, c'est le son extrêmement percutant qu'on entend dans des morceaux, les morceaux de hip-hop, avec la batterie qui est, cette caisse claire qui est forte en reverb à l'attaque, mais qui, à la fin du son, est coupée de façon extrêmement sèche. Ça fait un son très puissant et très propre. Et évidemment, ça devient quelque chose d'extrêmement facile à mixer. Et il invente ça en 79, et la première chanson qui comporte ce son-là, c'est une chanson de Peter Gabriel, parce que Peter Gabriel est dans les studios quand Phil Collins découvre ce son, et Peter Gabriel décide d'écrire une chanson autour uniquement de ce son. Et ça donne la chanson The Intruder, qui sort sur le 3e album de Peter Gabriel, et c'est ce 3e album de Peter Gabriel qui fait de Peter Gabriel l'artiste solo qu'on connaît aujourd'hui avec autant de succès. C'est ce son ensuite que Phil Collins reprend, peut-être que vous connaissez une chanson comme In the Air Tonight, vous connaissez cette chanson-là? Ça, c'est le son extrêmement puissant aussi de cette caisse claire. Fais voir, chante pour que... Alors, je ne suis pas musicologue, je ne suis pas musicien. Mais In the Air Tonight, et c'est un son qui est ensuite repris par les artistes hip-hop. Dr. Dre le reprend,
hein, c'est un son qu'on entend dans les morceaux que compose Dr. Dre. Et Ice-T, le rappeur Ice-T, un journaliste qui était en train de décrédibiliser publiquement Phil Collins, Ice-T dit « Ne touche pas à mon fil », en parlant de Phil Collins. Donc ça, c'est le sérieux avec lequel, le respect avec lequel est reçu le travail de Phil Collins. Phil Collins n'est pas un ringard, au contraire, c'est musicalement, c'est quelqu'un d'extrêmement cool. Alors forcément, c'est compliqué parce que personne n'écoute Phil Collins. J'ai entendu quelqu'un chanter dans le sans public. le savoir. Mais est-ce que dans le hip-hop, ils savent que c'est Phil Collins qui a fait Oui, ce... bah, Ice-T dit « Ne touche pas à mon fil ». Ils savent que c'est Phil Collins. Mais ils ne savent pas que, peut-être que populairement, la note sur le côté pas cool de Phil Collins n'est pas arrivée jusqu'au milieu du hip-hop. Ok, merci. Donc dans 20 ans, on vous appelle pour réhabiliter Coldplay. Alors on va passer à Maud Pérez-Simon à présent. Donc Maud, autre idée reçue à chasser, nouvelle idée reçue à chasser plutôt. Donc je lis là également, le Moyen-Âge, alors je rappelle vous êtes médiéviste, hein, le Moyen-Âge est une période sombre de notre histoire. Ce serait faux. Voilà, donc je voudrais contredire cette idée très, très répandue et qui a d'ailleurs été proférée récemment par un grand penseur du XXIe siècle qui a récemment convaincu 61 millions de personnes. J'ai nommé Donald Trump, qui a dit we are living in the Middle Ages. C'est aussi une phrase qu'on entend assez fréquemment. Quand j'étais dans mon jeune temps, j'étais dans les manifs étudiantes et j'avais vu des étudiants de P7 qui avaient une grande banderole disant on n'est plus au Moyen-Âge. Et j'avais essayé d'aller les voir en leur disant que c'était pas un bon argument. Et ils ont cru que je contestais la légitimité de leurs revendications. Donc tu n'as pas gagné ce jour-là. Non, ils avaient des conditions de travail absolument horribles et c'est là-dessus j'ai dû partir très vite. Et je souhaite prendre ma revanche aujourd'hui et dire qu'il ne faut pas, quand on veut parler d'un état de fait misérable ou inégalitaire ou obscur, utiliser cette analogie avec le Moyen-Âge, donc qui est complètement illégitime et que je souhaite chasser avec force avec vous cet après-midi. Alors comment ? Voilà. Donc il y a beaucoup d'inventions au Moyen-Âge. Quand on pense que c'est une période obscure, on pense à des choses sociales, au statut des femmes, etc. Donc, là aussi, c'est très faux. Mais comme nous sommes dans le Festival des idées sur le thème être-machine, je parlerai surtout des machines, des inventions qu'il y a au Moyen-Âge. Alors on parle souvent de Léonard de Vinci, de son fameux carnet de notes, de tout ce qu'il a, de tous ses croquis. Il faut savoir que avant lui, 3 siècles avant lui, Villard de Honnecourt a fait aussi un carnet de croquis avec de l'architecture, des rouages, des proportions humaines, des croquis d'anatomie qui montrent cette inventivité formidable au Moyen-Âge. Alors, l'inventivité, donc ça touche les moulins. On invente le moulin à foulon, le moulin à tanne, le moulin à papier, le moulin, la force hydraulique, des moulins à vent pivotants, avec des noms d'engrenages que je ne vous citerai pas. On invente aussi des machines de guerre beaucoup plus performantes. Alors, reste à savoir si c'est un progrès, mais on peut en discuter. Sur le thème des machines, évidemment, je pense aux horloges mécaniques. Faut savoir qu'il y a une horloge à automate italienne qui a été faite au XIVe siècle et qui fonctionne encore aujourd'hui, donc avec un automate qui faisait un certain nombre d'actions à heure fixe. Je pense aussi à une horloge planétaire du XIVe siècle qui avait 7 cadrans, un système de rotation, des mécanismes à échappement, un balancier à roues. Vous connaissez tous l'imprimerie. Et voilà, je voulais juste terminer en disant que même le terme androïde, qui nous paraît un terme lié à la naissance de la science-fiction, c'est un terme qui est né au XIIIe siècle, autour d'Albert le Grand, à qui on attribue la construction du premier robot. Voilà. D'accord, merci. Et vous pouvez applaudir. Allez. Oui, est-ce que vous avez vu Game of Thrones ? Je l'ai lu. D'accord. J'ai vu des bouts. Non, parce que bon, dans le terme de société progressive, enfin évidemment c'est pas une société historique, une série historique.
Enfin, je crois pas. Mais bon, très bien. Ben, merci pour cette deuxième idée reçue donc à chasser. Donc le Moyen Âge n'aurait pas été une période aussi sombre, ou pas une période sombre du tout finalement, où on a pu créer, en tout cas mettre les bases de tout un tas d'inventions qui ont été attribuées à la Renaissance plutôt ou au siècle futur. C'est bien ça le. Alors non, je suis contre l'idée de base. D'accord. C'est pas que les bases, il y a aussi des inventions qui valent au moins celles de la Renaissance. D'accord, merci pour la précision. Donc Dominique Pesson, à votre tour à présent, donc de troisième idée reçue à chasser de notre société pour équilibrer pour remettre de l'équilibre dans la force. Donc cette idée, c'est, alors d'un côté, voilà, les scientifiques font appel à la raison, alors que les artistes font appel au sensible. Exclusivement. Voilà. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Donc déjà, quand on discute avec des mathématiciens et qu'on leur demande comment est-ce qu'ils font pour faire une démonstration, finalement, la plupart vous diront, après discussion, que c'est l'intuition qui les a aidés. Donc qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est que c'est une pensée, qu'on appelle une pensée syncrétique, en fait, qui est capable d'appréhender la complexité et de pouvoir développer finalement des formalismes sans trop savoir pour quelle raison, mais en se disant je pressens, je présuppose que ça va m'amener au bon endroit, et la plupart du temps ça marche. Mais je voudrais juste faire du coup, pour vous le prouver quand même de manière plus claire, prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est Descartes. Vous êtes tous d'accord que Descartes est le maître de la raison, bien sûr, donc qui dans son discours de la méthode donc la 8e partie qui s'appelle Météore, il nous explique finalement comment est-ce que les arcs-en-ciel apparaissent. Alors, en appliquant sa méthode, pour avoir les idées claires, il dit que les petites gouttes d'eau, finalement, quelle que soit leur taille, on peut avoir le même processus. Donc, il fait l'expérience avec une fiole et il explique comment on peut observer les arcs-en-ciel. Mais, après ça, il fait quelque chose, finalement, qui ne serait pas renié par les artistes contemporains actuels. C'est-à-dire qu'il imagine, à partir de cette connaissance, ce qu'il pourrait faire comme installation qui époustouflerait complètement les spectateurs. Parce que si on pouvait avoir des fontaines qui projetaient de l'eau très haut dans les airs, avec une orientation bien ingénieuse, calculée comme on veut, avec sa méthode, bien sûr, et qu'on utilise d'autres fluides que de l'eau, par exemple avec des indices optiques différents, comme de l'huile, comme de l'eau de vie, eh bien, on pourrait faire apparaître dans le ciel des images de manière quasiment magique. Et donc, je le cite, il dit qu'il concevrait mentalement cette invention pour faire apparaître des signes dans le ciel qui pourraient causer grande admiration à ceux qui en ignoreraient les raisons. C'est quand même incroyable. Ça, c'est l'exemple du scientifique qui fait appel au sensible. Mais nous avons aussi l'inverse avec Mondrian, qui s'est attaché pendant tout son travail artistique, finalement, à extraire tout ce qui pouvait être une expression de l'individualité de chacun. Donc c'est pour ça qu'il avait des lignes rectilignes noires, comme ça, toujours orthogonales, parce que la courbe pouvait faire appel, finalement, à l'émotion et à la sensibilité, donc surtout pas. Que 3 couleurs pour que l'association des couleurs ne provoque pas chez nous un sentiment de satisfaction ou d'émotion. L'émotion était complètement prohibée et toute la construction de son art s'est basée sur cette théorie extrêmement rationnelle de laquelle il a voulu extraire nos ressentis. Justement, pour prendre aussi une de ces citations, oui, l'homme est dans ce cas-là une partie du tout, ayant perdu sa vanité, sa mesquinerie et sa petite individualité, de cette manière pour pouvoir atteindre l'Éden. D'accord, merci. Donc en 2 mots, merci, oui, pardon, on applaudit. Donc en 2 mots, les scientifiques peuvent être cool et les artistes chiants. Non, pardon, je plaisante, c'était pas drôle. Ils associent les deux, en fait, le sensible et le rationnel, les deux. Oui, c'était une boutade. Merci beaucoup. Très bien, alors ce que je vous propose à présent, vous avez chacun présenté vos 3 idées, donc si vous voulez, on a un petit peu de temps là finalement pour échanger sur ces 3 idées, voir un petit peu, déjà est-ce que vous avez des questions à vous poser, dans un premier temps entre vous, et on peut aussi laisser un peu la parole au public si jamais il y a des questions sur cette base-là. Je pense que là on a 5 minutes, on peut se permettre ça.
est-ce que Phil Collins est plutôt rationnel ou plutôt sensible? Alors, je ne le connais pas personnellement, donc je ne pourrais pas répondre directement à cette question-là, mais en tout cas, ce qu'on voit dans son développement musical, c'est qu'il cherche à rendre très propres ses lignes musicales. Donc on le trouve dans le son de la batterie, qu'il essaye il essaie de faire un son de batterie extrêmement puissant, mais extrêmement propre, sans ce reverb qui court dans la distance, qui s'arrête très net. Et ça lui permet donc de créer des lignes extrêmement propres, avec des mélodies extrêmement légères, avec des lignes de batterie très fortes, et juste le chant par-dessus avec un son des synthés qui est très distant. Donc il nettoie un peu tout le bruit, peut-être, qui était source d'inspiration quelque part de la musique générée à la fin des années 70, notamment avec le punk et le post-punk. Et moi, je me disais, mais au Moyen-Âge, donc cette période tellement avancée... Ils ont inventé le hip-hop ou pas? Non, ils ont inventé Donald Trump. Est-ce qu'ils ont inventé le hip-hop? Il y a peut-être une rythmique décrite dans les marchés. Il faudrait... il y a des études, des champs de recherche sur les cris dans les marchés. Il faudrait aller les voir. Il y avait des danses populaires, certainement, qui étaient... Oui, ils font des danses où ils tapent beaucoup comme ça pour installer les parquets dans les maisons, mais je ne sais pas si ça, c'est ça avec. Mais je me disais, voilà, au Moyen-Âge, on ne fait pas tellement de différence entre l'art et les sciences. Donc, quelle est l'époque obscure qui a dissocié les deux notions? C'est plutôt à partir du romantisme, en fait, qu'on a fait la distinction en disant que seuls les artistes, en valorisant beaucoup l'artiste de génie, et en lui attribuant cette capacité d'être le seul à avoir accès à la sensibilité et de manière exacerbée, et de fait d'être lui-même complètement différent des autres personnes, quelqu'un de génie qui avait accès finalement à une essence divine et une inspiration divine. Et à partir de ce moment-là, on a dissocié vraiment l'artiste et donc le sensible de la raison. Merci. Oui. Moi, j'avais une question pour toi, Maud. En anglais, on fait la différence entre le Moyen-Âge, Middle Ages, et ce qu'on appelle aussi the Dark Ages. Cette période qui précède the Middle Ages, et je pense que Game of Thrones nous renvoie plutôt au Dark Ages, ce monde où la magie est réelle. Et alors en français, comment faisons-nous cette distinction? Alors en français, c'est beaucoup moins métaphorique. On a, quoi que c'est peut-être un petit peu... Enfin, on a le haut Moyen-Âge, qui est celui qui est le plus loin de nous, et le bas Moyen-Âge, qui est celui qui est le plus près de nous, un petit peu comme la haute mer, celle qui est la plus loin de nous, et la plus profonde, bref. Et on associe, est-ce qu'on associe le haut Moyen... Si on associe peut-être le haut Moyen-Âge à une époque plus obscure, puisque c'est celle des invasions barbares, c'est la chute de l'Empire romain. Et c'est vrai qu'entre la chute de l'Empire romain et, disons, le début de l'Empire carolingien, il y a une période de flou qui est moins documentée et à laquelle qu'on renvoie à une barbarie d'autant plus forte. Après, quand on voit un certain nombre d'exécutions techniques, notamment en termes d'orfèvrerie, et là je vais sortir du thème de la machine, mais ils ont un code législatif particulièrement intéressant et qui met beaucoup en avant la femme. Donc je ne pense pas qu'on puisse non plus la caractériser de période obscure.